Bonjour à tous, merci de vous être joints à nous. Alors effectivement, on vient de le dire, mais lors de l'édition 2022 de notre programme, on avait beaucoup parlé de Mon Espace Santé, et c'est normal, d'ailleurs on ne l'avait pas encore lancé, c'était juste avant le lancement de Mon Espace Santé. On a également beaucoup parlé des chantiers institutionnels de façon générale autour de l'e-santé. Un an plus tard, où en sommes-nous? On s'est posé la question et donc on est allé la poser à Thomas Fatome, le directeur général de l'assurance maladie. Il y a quelques semaines, on vous propose de découvrir ses réponses en vidéo. Bonjour Monsieur Fatome. Bonjour. Merci de nous recevoir avec Vassilin Zirard ici au siège donc de la Caisse nationale de l'assurance maladie pour cette interview vidéo qui va être donc diffusée pendant notre émission donc auprès de 5000 participants. Alors l'objectif il est simple, c'est de partager votre vision sur l'intérêt de la santé numérique pour les patients, pour les problèmes de santé et plus vraiment pour le système de santé. Donc on a préparé quelques questions avec Vassilin. Vassilin, je vous laisse poser la première. Bonjour Monsieur Fatome, merci de nous recevoir. Alors on va commencer par Mon Espace Santé. Les pouvoirs publics ont souligné la création de 65 millions de profils. Depuis le lancement de l'espace numérique en février 2022, quelles actions allez-vous mettre en place pour passer de la création des profils à leur alimentation par les professionnels et les patients et permettre leur réel usage? Alors d'abord, vous l'avez souligné, Mon Espace Santé est lancé et plus de 65 millions de nos concitoyens ont vu cet espace santé numérique se construire. C'est leur espace à eux. Et on a d'ores et déjà 7,5 millions de personnes qui l'ont activé par eux-mêmes. Et cette dynamique, elle se poursuit, puisque, pardon de donner beaucoup de chiffres, mais 600 000 personnes chaque mois, depuis février, actives. Ça montre qu'on a vraiment une vraie appropriation. Et cette appropriation, elle se traduit aussi par des volumes de documents qui commencent à nourrir Mon Espace Santé, et aussi via les professionnels sur le DMP. On a multiplié par 10, tout simplement, les volumes de documents. Donc ça montre que ça y est, la fusée est lancée, c'est parti, Mon Espace Santé. Maintenant, l'enjeu, c'est un peu votre question, c'est comment on crée pour nous ce cercle vertueux. C'est-à-dire que Mon Espace Santé se nourrissent à la fois du côté des assurés qui vont remplir leur profil médical, qui vont y mettre les informations qu'ils veulent y mettre, et puis les professionnels de santé qui vont eux aussi, évidemment, l'alimenter. Les comptes rendus de biologie, les résultats de radiologie, les comptes rendus d'hospitalisation, les ordonnances numériques, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et tout ça, en fait, dans les prochains mois, avec la mise à jour des logiciels du numérique en santé et tout le sujet de la mise à jour des logiciels métiers, là encore de ces différentes professions de santé, eh bien, ça va venir finalement brancher les canaux d'alimentation pour qu'on crée enfin cette dynamique vertueuse, ce cercle positif qui fait que parce que Mon Espace Santé, le DMP sont alimentés, alors ils sont consultés. Et quand ils sont consultés, ils sont alimentés. Ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Et là, c'est vraiment ce qu'on a construit avec la délégation du numérique en santé, l'assurance maladie, Mon Espace Santé, les canaux d'alimentation, la mise à jour des logiciels. Et j'ai envie de vous donner rendez-vous presque, non pas de façon lointaine en 2023, mais quelque part au deuxième trimestre de l'année, parce que toute cette mise à jour des logiciels, elle sera opérée. Et là, vraiment, on verra ces canaux d'alimentation être utilisés et on pense vraiment qu'on va avoir ce cercle vertueux d'alimentation et finalement d'utilisation de Mon Espace Santé. Merci. Alors, vous me faites une transition parfaite. Les contours de la nouvelle feuille de route pour le numérique en santé ont été présentés le 14 décembre dernier par la délégation ministérielle au numérique en santé. Quels seront les rôles et places de la CNAM dans le déploiement et dans la mise en œuvre de cette feuille de route? Comment allez-vous accompagner concrètement sur le terrain la DNS et l'Agence du numérique en santé? Alors, on souhaite évidemment continuer à être un acteur, un opérateur de cette nouvelle feuille de route qui se construit. Et on sort tout juste de la précédente qui a été extrêmement riche, qui nous a vu finalement lancer Mon Espace Santé. Et donc, on a vraiment à cœur de le déployer. Et vous l'avez peut-être évoqué aussi, de le faire avec la délégation du numérique en santé, bien sûr, et de le faire sur le réseau, par le réseau de l'assurance maladie sur le terrain. Parce que derrière cette feuille de route du numérique, il y a vraiment une dimension de développement des usages des différents outils numériques. Et donc, mobiliser le réseau de l'assurance maladie. On est en train de transformer nos métiers. On avait des conseillers informatiques de l'assurance maladie, ils sont en train de devenir des délégués du numérique en santé, et au-delà du changement de nom, du changement de marque, il y a cette ambition qu'on soit au quotidien, notamment auprès des professionnels de santé, pour expliquer, informer, accompagner. Ça, c'est vraiment, pour nous, une des priorités de cette feuille de route. Deuxième, peut-être, priorité, c'est la prévention. On sait évidemment que c'est un enjeu majeur au sortir du Covid. Comment on fait de Mon Espace Santé un outil
de prévention au service d'un parcours de prévention de l'assuré. Vous savez que le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, a lancé les bilans de prévention. Comment on peut faire que mon espace santé, tout simplement, ça va être un outil d'invitation, peut-être de suivi de ces bilans de prévention. C'est un exemple. Et vous verrez que dans la feuille de route du numérique en santé, on a plein d'exemples pour faire de la prévention finalement un but principal du déploiement de cette feuille de route numérique en santé. Alors Monsieur Fatome, comme vous le savez, les grandes tendances de l'e-santé 2023 sont toujours un moment pour faire de la prospective par rapport à la e-santé. Donc quelles sont aujourd'hui les priorités de l'assurance maladie pour accompagner cette e-santé et surtout comment vous allez procéder? Alors on a déjà évoqué mon espace santé qui est évidemment le navire amiral, mais on a aussi d'autres chantiers qui vont voir le jour à compter de 2023. Et deux, j'ai envie de vous dire blockbusters, on va le dire comme ça, on espère qu'ils vont rentrer dans la vie quotidienne des Français, des patients comme des professionnels de santé. D'abord, c'est l'ordonnance numérique. On garde l'ordonnance papier, mais votre ordonnance, progressivement, à compter de 2023, va avoir un petit QR code. On s'est tous habitués au QR code avec la vaccination, malheureusement, avec le pass sanitaire. Et les Français ont découvert ça. Et donc, progressivement, ils vont voir ce QR code qui va porter sur l'ordonnance l'identification du médecin, du patient, le contenu de l'ordonnance. Et ça, c'est une petite révolution qui va nous permettre de sécuriser, notamment, le circuit de la prescription, la délivrance, et d'avoir un outil beaucoup plus simple qui va progressivement se numériser. Le deuxième blockbuster, c'est l'application carte vitale. Comment on met tout simplement votre carte vitale sur votre smartphone. C'est aussi des usages qu'on a découverts dans plein de domaines. Prenez le métro, vous payez avec votre carte bancaire. Pouvoir mettre votre carte vitale sur le smartphone, c'est tout simple, mais c'est aussi un investissement informatique important pour l'assurance maladie. Et là aussi, progressivement, en 2023, on va déployer ce chantier. Ces deux outils importants qui montrent que les usages vont se transformer, que l'appropriation par les patients et les professionnels de santé du numérique en santé vont devenir vraiment très concrets dans la vie des Français. J'ajoute une troisième priorité, il y en a sûrement bien d'autres, mais qui nous tient à cœur. La e-santé, c'est aussi la data. Et la data, c'est plein de choses, mais c'est pour nous aussi utiliser les données de l'assurance maladie pour donner à comprendre les évolutions des systèmes de soins. On parle de plus en plus de data visualisation, comment on met à disposition de façon pédagogique les données de l'assurance maladie. On a ouvert ce qu'on a appelé Data Vaccin Covid pendant le Covid pour suivre la vaccination. On a ouvert Data Pathologie pour suivre, finalement, comprendre les dépenses d'assurance maladie, les évolutions également des différentes pathologies, de leur prévalence. On va ouvrir au début de l'année 2023, sans doute à la fin du premier trimestre, qu'on va appeler Data Professionnelle de santé. C'est donner à comprendre où les professionnels de santé sont installés, quelle est leur activité, quelle est leur démographie, parce qu'on sait que les sujets, par exemple, d'accès aux soins, d'organisation des systèmes de soins sont évidemment de plus en plus importants. Donc, donner à comprendre, c'est ça la e-santé aussi, faire parler nos data. Donc voilà 3 exemples de chantiers. Il y en aura encore une fois bien d'autres, mais d'une année 2023 qui va évidemment être palpitante sur le front de la santé numérique. Merci Monsieur Fatome pour ces échanges et ce partage de vision. On retient votre invitation pour faire le point dans une année, donc en janvier 2024, pour parler de ces chantiers que vous avez décrits. Merci à vous, en tous les cas, très heureux d'avoir pu échanger sur ces enjeux très importants et excellente table ronde. Merci. Merci beaucoup. Bien, Vassigna, vous l'avez signalé, on a mis en avant l'an dernier les chantiers structurants, étatiques de la e-santé, notamment cette fameuse maison de la e-santé. Alors, on va commencer avec vous, Raphaël Beaufray. Vous êtes le co-responsable du numérique en santé donc à la DNES, avec Ella Gariani, qui va intervenir un petit peu plus tard dans la matinée. Alors, nous souhaitions donc faire ce bilan un an après. Partager avec vous un bilan synthétique de cette maison, on va dire, avant la construction et pendant et après. Bien, merci beaucoup. Le bilan de la feuille de route de la e-santé, on l'a publié au mois d'août dernier. C'est un gros document qui s'appelle Fait. Il résume 4 ans d'actions effrénées qui ont été lancées par Agnès Buzyn en avril 2019 dans le cadre du chantier Ma Santé 2022. Et on a dans ce bilan une vision de cette maison que vous connaissez probablement tous, là où on en était et là où on en est aujourd'hui. On a réussi à faire un vrai, quelque part, saut quantique en France dans la e-santé. On a réussi à donner un cadre, une urbanisation générale avec un identifiant national de santé qui est absolument essentiel pour l'interopérabilité, l'identité-vigilance, des réflexions sur comment les professionnels se connectent à leurs outils de santé et des éléments absolument essentiels pour développer et réguler le numérique en santé. Cette feuille de route, elle a été réussie par un travail vraiment collectif. On parle souvent des héros en blouse blanche, mais il y a aussi les héros du numérique en santé
qui sont chez les entreprises du numérique en santé, chez les professionnels, les patients qui s'investissent, comme ceux qui ont participé par exemple l'autre jour aux assises du numérique en santé sur la prévention et mon espace santé, et aussi toutes ces personnes qui travaillent dans les pouvoirs publics, qui sont parfois pas si souvent que ça mises à l'honneur, et qui font vraiment ce numérique en santé. Je voudrais aussi profiter de cette assise pour les remercier. Et donc cette maison, elle nous a permis vraiment de rattraper quelque part notre retard. Il y a eu énormément d'achievements qui ont été faits pendant cette période de 4 ans. Si on s'était dit, par exemple, il y a 3 ans, qu'on allait réussir à avoir plusieurs centaines d'applications qui allaient pouvoir être vérifiées par la puissance publique sur est-ce qu'elles respectent des critères d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique, que ce soit dans le cadre du Ségur numérique ou dans le cadre du référencement à mon espace santé, ça c'était complètement inconcevable qu'on réussisse en si peu de temps à mettre en place cette espèce d'usine à référencement. Donc ça c'est vraiment... même l'idée même d'aller financer des éditeurs pour aller déployer des nouvelles versions chez des acteurs, ça c'était il y a 3 ans quelque chose qui était encore complètement inconcevable. Et puis si on parle, Thomas Fatome évoquait tout à l'heure le rythme d'alimentation de mon espace santé, je regardais les chiffres de rythme de la fin d'année qui sont publiés en toute transparence. En rythme annuel, on a quasiment atteint 100 millions de documents qui sont alimentés par an dans mon espace santé, ce qui est absolument colossal. Quand on se souvient, là on en était quelques mois avant l'ouverture de mon espace santé en janvier 2022. Sur la partie de la stratégie d'accélération de santé numérique, qui est une des grosses composantes de nos actions dans le cadre de cette feuille de route à la DNS, les mots évaluation, maturation, innovation sont vraiment devenus une réalité avec des objets vraiment très concrets, comme le remboursement de solutions de télésurveillance sur lesquelles on est vraiment très fiers d'être dans un pays, l'un des premiers pays à rembourser ces solutions de télésurveillance avec les fameux décrets qui sont parus au mois de décembre, également sur toute la partie prise en charge anticipée qui est inspirée de l'Allemagne et qui est en train de démarrer très prochainement. Et donc vraiment tout ça, c'est beaucoup de réussite, mais il faut faire attention à ne surtout pas se reposer sur nos lauriers. Il y a encore beaucoup de choses qui sont inabouties. Il y a encore beaucoup de choses qui sont à construire, à continuer. Il y a aussi beaucoup encore d'irritants chez les professionnels sur le terrain. On le voit notamment quand on déploie les opérations de la vague 1 du Ségur, sur lesquelles il y a des ajustements à effectuer. Donc on est vraiment en train de prioriser ces éléments. Et on a encore beaucoup de chemin à parcourir tous ensemble. Et c'est vraiment tout l'enjeu de la prochaine feuille de route qu'évoquait Thomas Fatome à l'instant. Vous faites une transition parfaite, Monsieur Beaufret. On va continuer ensemble sur... D'abord, j'ai une petite question sur mon sujet préféré, mais qui est aussi celui de la salle, je le sais, qui est un petit sujet sur la gouvernance du numérique en santé, puisqu'on sait tous qu'un rapport a été rendu il y a quelques mois par l'IGAS à ce sujet. On voulait savoir un peu vers quoi on se dirigeait. Et donc, mon deuxième sujet préféré, qui est évidemment la feuille de route, la nouvelle feuille de route, et je vous laisserai nous donner un peu sa philosophie. C'est presque un peu secondaire, mais effectivement, c'est très important qu'il y ait un pilote global sur la politique publique du numérique en santé. C'était un des enjeux d'une mission d'inspection qui a été lancée l'année dernière, qui a rendu ses conclusions et qui a rendu un certain nombre de recommandations qu'on est en train de mettre en place, à commencer par une création, entre guillemets, plus propre de la délégation numérique en santé juridiquement, qui aujourd'hui n'existe qu'on va dire partiellement. Et donc ça va être des éléments qui vont être corrigés très prochainement. Mais le plus important, c'est vraiment le fond de l'action. Et cette nouvelle feuille de route, à l'issue de ce bilan, ça a été évoqué tout à l'heure, elle a été partagée le 14 décembre dernier à l'occasion du Conseil du numérique en santé, qui est un peu notre assemblée générale qui se réunit tous les 6 mois. Je crois qu'on en est à la 8e ou 9e édition, et donc qui se réunira, je crois, le 15 juin 2023, évidemment, pour parler de tout ça. Et donc à cette occasion, nous avons présenté une ébauche de feuille de route qui, après une feuille de route précédente qui était consacrée à rattraper notre retard et donner vraiment une urbanisation générale de la santé numérique en France, qui est vraiment... Ça a été dit tout à l'heure, dans un système de santé qui en a bien besoin, qui a des difficultés en ce moment, essayer de vraiment mettre le numérique au service de la santé. On a vraiment la conviction que, humblement, le numérique peut apporter des solutions sur le gain de temps pour les professionnels, sur le fait que le patient redevienne vraiment le gestionnaire de ses données, de son parcours. Donc on a proposé cette feuille de route qui même porte des axes, qui sont les axes de la stratégie nationale de santé. Donc prévention, qualité de la prise en charge, accès à la santé, et un 4e axe qui est sur le cadre propice, qui est nécessaire pour tout ça, qui se penche notamment sur des questions de cyber. On voit bien que pour les établissements, on a encore énormément de chemin à parcourir, mais également des questions de régulation du numérique en santé pour sécuriser que les entreprises du numérique en santé, que ce soit des éditeurs ou des fabricants de dispositifs médicaux numériques, mettent sur le marché des produits qui sont conformes aux exigences de l'État dans ce domaine pour créer un cadre de confiance pour tout le monde. Et puis des enjeux essentiels, ça a été cité par Thomas Fatome tout à l'heure sur la réutilisation secondaire des données de santé, sur lesquelles on va travailler évidemment beaucoup avec l'adresse et la plateforme des données de santé, mais également sur l'attractivité. C'est-à-dire que si on n'arrive pas demain à faire venir des talents du numérique vers le secteur de la santé,
tout le reste de ce qu'on veut construire au service de la santé sera extrêmement compliqué à mettre en place. Et donc cette feuille de route, au-delà d'avoir présenté le 14 décembre dernier, de l'avoir mise en ligne sur une plateforme à concertation sur laquelle je crois qu'en un mois, elle a déjà eu plus de 100 contributions sur participer.isanté.gouv.fr. Nous avons commencé avec nos amis de l'assurance maladie, nos amis de l'Agence du numérique en santé et d'autres acteurs publics à faire un peu un tour des régions. Donc on a 18 dates sur janvier et février dans 18 villes de France. Et on a déjà 2 étapes qui sont derrière nous. On a été à Marseille, à Orléans, ça s'est très bien passé. Et pas plus tard que jeudi matin, nous avons une étape à Lille. Et nous avons généralement l'occasion, outre une séance sur cette feuille de route, de faire généralement des événements, par exemple à Lille, sur les tiers-lieux d'expérimentation. Donc on est vraiment très heureux de se lancer dans cette initiative de nouvelle feuille de route. Et on espère qu'on va pouvoir continuer à construire avec vous tous d'abord cette feuille de route et surtout de pouvoir la mettre en œuvre ensemble pour vraiment faire en sorte que le numérique puisse être au service de la santé. Merci. On va poursuivre ensemble avec vous, Mme Cazeneuve. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes directrice déléguée à la CNAM et vous travaillez également sur Mon Espace Santé. On l'a évoqué avec Thomas Fatome. On voulait savoir un peu avec vous peut-être quelle était la prochaine étape clé. Et puis le directeur général de la CNAM nous a aussi parlé de l'e-prescription, un autre chantier que vous portez. Est-ce que vous souhaitez compléter son propos ? Bonjour, merci beaucoup. Alors effectivement, quand même, c'est vrai que la dernière fois que je suis venue, on annonçait le lancement de Mon Espace Santé, donc je suis quand même de bonne humeur parce que je peux revenir ici en ayant réussi le lancement de Mon Espace Santé. Alors évidemment, pas que moi, mais comme l'a dit Raphaël, tous les agents publics qui ont travaillé. Donc on a aujourd'hui 66 millions de comptes Mon Espace Santé qui sont ouverts. Et donc ça, c'est quand même une première marche hyper importante qu'on a réussi à franchir collectivement. La deuxième étape, et donc c'est celle qui va arriver cette année, c'est d'arriver, comme Thomas l'a dit, à brancher tout le système hydraulique de l'alimentation des documents et des données de santé sur ces espaces santé. Et donc là, c'est le fameux Ségur qu'on est en train de déployer auprès des professionnels de santé. Et si tout se passe bien, à compter d'avril-mai, on va avoir en tout cas un premier bloc de tuyauterie. On va pouvoir ouvrir le robinet et on va avoir les premières alimentations automatiques, vraiment automatiques, à grande échelle, à la fois des ordonnances, des comptes rendus d'hospitalisation, des comptes rendus de biologie, etc. Donc là, Mon Espace Santé aujourd'hui, l'espace existe et 2023, c'est vraiment le rendez-vous pour l'alimentation à grande échelle de ces espaces santé et donc la capacité, pour les patients d'avoir ces données en temps réel et deuxièmement, pour les professionnels de santé, d'avoir accès aux données de leurs patients pour mieux les prendre en charge. Ça, c'est la première chose évidemment très importante. La deuxième chose, et Raphaël l'a très bien dit, on a passé la phase d'urbanisation, donc on va rentrer maintenant dans des enjeux qui sont davantage des enjeux de santé publique et d'accès aux soins. On a parlé de la prévention, et donc c'est vrai que Mon Espace Santé, il a vocation à être un carnet de santé numérique augmenté et personnalisé, et donc l'objectif, c'est qu'on s'appuie sur cet outil pour faire de la prévention personnalisée, avec sans doute 3 grands objectifs. Il y en a un qui a été évoqué tout à l'heure, qui est évidemment les pathologies chroniques. Et donc, comment est-ce qu'on aide les pathologies chroniques en prévention, notamment secondaire, tertiaire, et donc à avoir, via la télésurveillance, via le soutien de professionnels de santé, à suivre, en tout cas à vivre avec leur pathologie le mieux possible. Et puis, 2 autres enjeux en matière de prévention, évidemment, importants. L'autonomie, ça a été dit aussi tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un segment qui est souvent oublié. Dans les prochaines années, on a un enjeu considérable sur la prévention de la perte d'autonomie. La perte d'autonomie, ça n'est pas une fatalité, et donc il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place pour prévenir la perte d'autonomie, pour identifier rapidement des indices de surdité, etc., etc., et donc accompagner les personnes pour qu'elles ne tombent pas en dépendance. Et le 3e bloc de prévention, il arrive au tout premier âge de la vie, puisque c'est là que se créent les inégalités sociales de santé. On sait qu'à 5 ans, aujourd'hui, vous avez déjà un écart de 1 à 3 entre les enfants de cadres et les enfants d'ouvriers en matière de développement du langage, en matière d'obésité, etc. Et donc, on a un enjeu vraiment...
tout le système de santé doit se concentrer sur ses premières années de la vie, sur le bon neurodéveloppement des enfants. Et donc ça va passer notamment par le fait que dans le carnet de santé numérique de santé, on va pouvoir dématérialiser les examens obligatoires de l'enfant. Aujourd'hui, il y a 20 examens obligatoires de l'enfant. Demain, il faut qu'ils soient dématérialisés, il faut que ces données elles puissent être utilisées et qu'on puisse conduire des vraies politiques de santé publique sur les enfants et pour la santé des enfants. Et puis la troisième chose qui va arriver, c'est le catalogue de services, mais je pense qu'on y reviendra. Et donc ensuite, sur la e-prescription et l'appli carte vitale, je ne vais pas paraphraser ce que Thomas a dit. C'est vrai que la e-prescription, ça va être une petite révolution, puisqu'en fait, on va pouvoir authentifier les prescriptions. On va avoir des ordonnances qui seront dématérialisées, authentifiées et en données structurées, ce qui fait que, par exemple, pour une e-prescription de médicaments, le pharmacien, au moment où il va biper l'ordonnance, il aura en données structurées les éléments et donc il va pouvoir non seulement sécuriser sa prescription, mais par ailleurs avoir un échange avec le médecin pour, le cas échéant, adapter la prescription, etc. Donc on va vraiment rentrer aussi dans une nouvelle ère en matière de sécurité de la donnée prescrite. Et l'appli carte vitale, Thomas en a parlé, qu'on va généraliser. Alors qui va servir à avoir sa carte vitale sur son téléphone, mais l'objectif aussi, c'est qu'à plus long terme, l'appli carte vitale, ce soit une forme de sésame pour rentrer dans tous les services du numérique en santé et s'authentifier. Merci. Vous avez annoncé, Mme Cazeneuve et votre équipe, en novembre dernier, que vous lanciez donc un département de télésanté et d'innovation numérique. Donc on aimerait comprendre en fait les ambitions de ce nouveau département et surtout quel apport, c'est un peu l'ADN de cet événement, l'apport pour le patient et les acteurs du système de santé. Oui, alors effectivement, on a créé ce département de l'innovation en santé qui va être un département qui va prendre de plus en plus d'importance au sein de l'assurance maladie. L'objectif de ce département, c'est de faire en fait le lien avec l'ensemble de l'écosystème du numérique en santé, puisque là encore, comme l'a dit Raphaël, la maison elle est construite. Donc on a construit la maison, il y a les meubles, etc. Il y a les murs, etc. Et donc tout est interopérable, sécurisé. Et donc maintenant la question, c'est effectivement comment on va meubler la maison. Et donc nous, autorités sanitaires, quels sont les services privés qui sont déployés pour les patients qu'on va souhaiter pousser, qu'on va souhaiter référencer, qu'on va souhaiter labelliser, voire qu'on va souhaiter rembourser. Donc je dis pour les patients puisque c'est les applications pour les patients qui vont être référencées dans le cadre de Mon Espace Santé, mais on a aussi évidemment tous les services à destination des professionnels de santé. Vous parliez tout à l'heure notamment de tout ce qui se passe en matière de diagnostic, et donc ça c'est évidemment des objets hyper importants pour nous. Et donc là on va rentrer dans une deuxième phase où tous ces services-là, il va falloir qu'on les évalue. Il va falloir qu'on crée des référentiels. Alors, pas simplement les référentiels d'interopérabilité et de sécurité dont a parlé Raphaël, qui étaient la base indispensable pour entrer dans la discussion du numérique en santé, mais maintenant, il y a plein de catégories. La télémédecine, le parcours des patients, la prévention, etc. Et donc, comment est-ce qu'on apporte des référentiels qui sont adaptés à chacun de ces champs des services du numérique en santé, avec de la preuve clinique, avec la possibilité pour nous de vérifier qu'on est en conformité avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé, etc. Donc, on a devant nous voilà, le fait de devoir, parce que effectivement, quand vous allez sur votre store, sur votre mobile, vous avez 30 000 applications santé. Le sujet maintenant pour nous, c'est d'orienter le patient pour lui dire voilà quelles sont les applications santé qui respectent les règles en matière de protection des données, mais aussi les règles d'un point de vue éthique et médical. Et le cas échéant, quelles sont celles qu'on pourrait être amené à rembourser, parce qu'aujourd'hui, les thérapies digitales ne sont pas remboursées, mais ça va rentrer, évidemment, en ligne de compte dans les prochaines années. Et certain que ce sujet sera abordé cet après-midi lors d'ateliers sur le financement des startups de la STEC. Merci, Mme Cazeneuve. Merci à vous. On va passer à vous, docteur Lucas. Cher Jacques, vous êtes le président de l'Agence du numérique en santé. Ça, c'est votre dernier titre, mais ça fait maintenant une vingtaine d'années que vous êtes dans le secteur de la santé numérique. Donc vous avez une analyse qui est très riche et donc on souhaitait en fait avoir votre regard sur ces chantiers. Et je sais que vous êtes très attaché par rapport à l'intérêt pour les patients et aussi pour les pôles de santé que vous êtes. Et je crois que vous nous avez préparé 5 points qui étaient notables.
Oui, les 5 points sont un peu arbitraires. Je mesure tout d'abord, 20 ans après, c'est Alexandre Dumas. J'ai été parmi les premiers mousquetaires, finalement, si je puis dire. Et je me souviens du nombre de ministres de la Santé que j'ai pu connaître sur ce sujet. Et c'est donc une grande satisfaction personnelle aujourd'hui de voir que, enfin, 20 ans après, les choses émergent. Je pense cependant, puisque je parle d'émerger, c'est-à-dire sortir de la mer, nous sommes au milieu du gué. Et comme l'a dit Marguerite Cazeneuve et Raphaël Beaufray, les bases techniques, les bases technologiques sont prêtes avec l'interopérabilité, la sécurité, même s'il y a encore des progrès à faire. Les usages ne sont pas encore complètement au rendez-vous et nous arrivons à une période qui est un peu difficile parce que quand on va parler aux professionnels de santé du numérique, je pense qu'ils ont actuellement d'autres idées en tête, que ce soit dans le secteur hospitalier ou dans le secteur libéral. Il faut donc leur faire comprendre que les difficultés qu'ils rencontrent actuellement peuvent être résolues, alors non pas entièrement, je ne vais pas faire Molière, le poumon vous dis-je, le poumon vous dis-je, dire le numérique vous dis-je, le numérique vous dis-je. Le numérique ne résoudra pas tout, mais peut-être quelque chose d'absolument fondamental pour résoudre les difficultés que traverse actuellement notre système de santé. Alors, je vais dire aussi autre chose, c'est que c'est un grand jour aujourd'hui pour l'agence que je préside, puisque je suis également le président comme tu l'as rappelé, c'est que l'agence vient de rejoindre physiquement Paris Santé Campus dans sa totalité, puisque nous investissons les lieux, nous étions parmi les membres fondateurs, nous investissons les lieux, qui sera aussi, comme Future for Care d'ailleurs, un haut lieu de la e-santé. Alors, les 5 points que je veux évoquer, le premier, c'est d'éviter les échanges entre soi et de croire que l'on construit un monde merveilleux pour les utilisateurs finaux que vont être les professionnels de santé et les patients. Il faut d'abord leur demander leur avis. Donc, il faut sortir de l'entre-soi et aller vers, en pensant que tout le monde peut comprendre, même s'il n'a pas une formation informatique. C'est quand même très important parce que je connais encore un certain nombre de professionnels de santé qui confondent allègrement l'informatique et le numérique, ce qui n'est pas tout à fait le même champ. Pour cela, il faut expliquer aux professionnels de santé de façon claire, car ils veulent des usages concrets dans l'exercice de leur métier, et non pas des idées très, très générales. Il faut donc ne pas utiliser un jargon médical, informatique ou administratif. C'est un point extrêmement important. Il faut aussi que l'administration sorte des murs, comme on parle beaucoup de l'hôpital hors les murs, il faut que l'administration sorte des murs. Et l'assurance maladie, par les contacts qu'elle a également avec le terrain, est un agent de diffusion du numérique en santé, à mes yeux, extrêmement important. Il faut aussi, le deuxième point, c'est de considérer, d'envisager et de faire en sorte que les usages de mon espace santé, et du DMP notamment qui est contenu, servent à favoriser l'accès aux soins. Et je pense en particulier au service d'accès aux soins qui a été en cours d'expérimentation et on envisage une généralisation très prochaine. Bien évidemment, il faut que les professionnels de santé, et notamment les médecins qui vont accueillir les patients sur un territoire, puissent avoir accès au dossier médical partagé, en dehors même d'une situation d'urgence, puisqu'on est bien là dans le cadre du service d'accès aux soins. Et j'y inclurai la télémédecine, parce que la télémédecine peut également favoriser l'accès aux soins. Il faudrait que les opérateurs de télémédecine, enfin les médecins, les professionnels de télémédecine, je dis les professionnels parce qu'il y a également le télésoin, puissent également avoir accès au dossier médical partagé, puisqu'ils seront en présence d'une personne qu'ils ne connaissent pas antérieurement. Et vous savez comme moi que cette personne leur dit « Mais si, vous savez bien, docteur, je prends des petites pastilles blanches. » Ce sera quand même très utile de savoir, effectivement, avec l'historique des remboursements de l'assurance maladie qui est versé automatiquement dans le DMP, à quoi correspondent ces petites pastilles blanches. Donc ceci est en perspective devant nous. Mais on sait bien, et c'est une des préoccupations de la DNS d'ailleurs, il faut corriger les irritants, et je trouve que ce terme est particulièrement bien choisi, parce que lorsqu'un professionnel de santé est en cours de consultation, et s'il va avoir accès à des outils numériques et que ça plante, il va le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après il arrête et il ferme tout, et il dit « je reprends mon crayon et mon papier ».
je pousse un peu la caricature, mais il faut quand même réfléchir à cette chose-là. Donc, il est naturel qu'il y ait des irritants lorsque l'on fait des petits pas rapides pour avancer. Il peut arriver que le petit pas rapide, puisque c'est une formule qui est utilisée pour le déploiement du numérique, amène à réaliser un faux pas. Il faut l'entendre, il faut l'expliquer et il faut le corriger extrêmement rapidement. Et c'est un d'ailleurs des objectifs de la feuille de route de deuxième génération, si je puis dire, même si cela a déjà commencé en amont. Le troisième point, c'est de ne laisser personne sur le bord de la route. Et ceci est un point extrêmement important. Il faut se méfier des informaticiens qui voudraient faire de la médecine et des médecins qui voudraient faire de l'informatique. Mais il faut les réunir ensemble dans une même perspective. Il faut donc une formation. Il faut des équipements ergonomiques et on va se retourner bien évidemment naturellement vers les éditeurs de logiciels. Et il faut un accompagnement sur la proximité et le terrain avec des aidants numériques et des aidants numériques qui parlent le même langage que la personne à laquelle ils s'adressent. On sait bien que ce qui crée d'ailleurs de la confusion dans les relations humaines, c'est que généralement on ne tient pas le même langage que son interlocuteur, ce qui entraîne des quiproquos, voire des irritations. Et puis enfin, je terminerai par la prévention. J'aurais bien sûr d'autres points éventuellement à aborder, mais j'ai choisi cela. J'ai assisté au comité citoyen et j'ai trouvé que ce comité citoyen avait été absolument merveilleux, avec une implication citoyenne, une implication des patients, mais enfin je crois qu'il faut les appeler des citoyens. Et en matière de prévention, ils veulent bien avoir des messages ciblés sur le profil qu'eux-mêmes d'ailleurs peuvent définir dans mon espace santé, le profil qu'ils ont, mais ils veulent des messages ciblés en matière de prévention. Et on sait bien d'ailleurs que les grandes campagnes générales, que fumer tue et que l'alcool abîme le foie, ne servent pas véritablement à grand-chose sur la diminution de l'alcool et la diminution du tabac. Et le deuxième point qui est très important, c'est avec l'accord du patient. Et il faut parler en matière de numérique du consentement de la personne, quand bien même, bien évidemment, le dossier médical personnel est actuellement créé sans leur demander leur avis. Donc là, je voudrais mettre une nuance sur le fait qu'il n'y a eu que 2%, si ma mémoire est bonne, d'expression d'un droit d'opposition. Mais je voudrais savoir quel est le pourcentage d'une sorte de droit à l'indifférence qui existe actuellement, c'est-à-dire que les citoyens ont été informés. Je pense qu'un certain nombre d'entre eux, en fait, ont mis ça de côté en croyant que c'était une publicité ou une démarche de l'assurance maladie. Enfin bref, ils ne voyaient pas très bien quels étaient l'usage. Et ce sera ma conclusion. Ils vont se retourner vers leurs professionnels de santé, les médecins en particulier, en disant « Vous en pensez quoi, docteur ?» Et bien évidemment, si le docteur dit « Bof, vous savez tout ça », les patients n'iront pas. Donc je pense que l'accompagnement par l'assurance maladie et par la puissance publique et par les éditeurs est de convaincre les professionnels de santé, notamment les médecins, de l'intérêt de la chose, car ce seront eux qui seront les meilleurs ambassadeurs du numérique dans les applications concrètes. Merci Jacques pour cette synthèse et qui est, au-delà d'être très juste, un des éléments qui semble essentiel dans cette conférence que nous faisons donc pour la 7e édition, qui sont bien sûr les enjeux, mais aussi de comprendre quels sont les blocages et les éléments qui collectivement doivent nous permettre d'avoir cette adoption des usages de l'e-santé. Donc merci Jacques pour ce regard. Vous avez parlé aussi d'avoir l'ensemble des acteurs et donc on va finir avec vous, Benoît Garibal, cette table ronde. Vous êtes le directeur général de CGDIM Santé. Vous êtes là aussi un acteur historique de l'informatique en santé. Et donc c'est important dans l'aspect un peu systémique de l'ensemble des acteurs. En tant qu'industriel de santé, c'est intéressant d'avoir votre regard sur ce grand projet de transformation numérique qu'on a pu découvrir avec les différentes interventions. Oui, alors j'ai bien aimé l'image de Marguerite de la plomberie et de l'hydraulique. Nous sommes modestement un acteur presque de plomberie dans cette grande chaîne et cet équilibre de cette transformation. Il y a un mois, il y a un médecin généraliste, utilisateur de nos solutions, qui était dans nos locaux et qui passe une tête sur un groupe de travail, qui nous dit « Mais au fait, le Ségur, c'est quoi ?» Il y a un mois. Donc, effectivement, on va avoir un enjeu, et je rejoins tout ce qui a été dit,
on sait que nos professionnels de santé, on le constate au quotidien, sont dans une course effrénée à rechercher ce temps médical efficace. On sait par ailleurs, et je pense qu'on est tous un peu responsables, et je m'y inclus volontiers, à aussi une phase où il y a plein d'outils qui ont émergé, qui se sont accumulés, voire qui se sont empilés. Et il y a une sorte d'amalgame assez rapide qui peut être fait aussi par nos professionnels de santé pour se dire mais finalement tout ça, est-ce un outil de plus? Alors oui, il va y avoir un effort fondamental d'accompagnement et de pédagogie. L'enjeu, il n'est pas technique. Alors évidemment, il faut que la technique suive, je suis d'accord. On va avoir un enjeu fondamental d'accompagnement pour expliquer en quoi ce programme Ségur va justement faire enfin cohabiter ces outils qui ne parlent pas le même langage, enfin partager une donnée unifiée, à la fois pour la fluidité du parcours, mais aussi, et j'ajoute un point essentiel, et sur lequel on est extrêmement mobilisé, c'est sur l'exercice coordonné, c'est-à-dire entre professionnels de santé, parce que c'est ce qui se passe sur les territoires, dans les regroupements, dans les CPTS, et toute la contribution des nouveaux acteurs, nouveaux types de professionnels de santé. Donc l'enjeu va être fondamentalement l'accompagnement. Alors justement, vous parliez de votre implication aux côtés des professionnels de santé, donc in fine des patients, hein, mais très concrètement, comment est-ce que vous allez faire? Comment vous intervenez auprès des professionnels? Alors, les professionnels de santé, on les a tous les jours en contact direct, les hotlines, on a nos enjeux de logiciels qu'on connaît tous. Et également, on a déployé à peu près 40% aujourd'hui de notre parc médecin en première vague, donc à peu près vague totale 25 000 médecins. Et donc, on a des questions au quotidien. On a un enjeu d'accompagnement avec tous les outils numériques qu'on possède, des tutoriels, des webinars, etc. Mais il ne faut pas oublier quand même que fondamentalement, le temps disponible de nos professionnels, le temps d'écoute est très faible. Et donc au final, ce qu'on a constaté, et on en discutait tout à l'heure, c'est d'aller sur le terrain. Alors, on a la chance d'avoir une organisation avec pas mal de monde sur le terrain. Et c'est de profiter aussi des occasions de rassemblement des professionnels, notamment les communautés territoriales, les CPTS, pour diffuser, expliquer pourquoi l'INS c'est important, pourquoi partager dans le DMP c'est important, pourquoi la messagerie sécurisée de santé c'est pas juste un WhatsApp. Et pourquoi l'ordonnance numérique va permettre aussi de fluidifier le parcours jusqu'aux pharmaciens. Ensuite, on est évidemment très impliqué avec l'État, avec vous tous. On travaille au quotidien pour essayer de faire en sorte que la mise en œuvre de la politique numérique en santé elle soit concrète, efficace dans les logiciels, qu'on ne crée pas des usines à gaz, qu'on ait une ergonomie, une facilité d'accès aux services. Et puis, on a aussi... on est très heureux d'ailleurs d'être disponible pour des expérimentations en grandeur, à grande échelle. Exemple, l'application Carte Vitale qu'on a testée dans 8 départements, l'ordonnance numérique qui est opérationnelle dans nos solutions, reste maintenant à accompagner l'usage. Et le dernier volet, c'est le patient. Alors, on a la chance d'avoir une application Maya que vous connaissez certainement, qui anime 4 millions de Français sur de la prise de rendez-vous, etc. Comme qu'il y a des alternatives qui existent. Et ça nous permet aussi d'avoir un regard intéressant du patient, qu'on n'écoute pas tant que ça dans nos user groups, etc. Et ça va nous permettre aussi, autour des usages, d'essayer de faire en sorte de contribuer réellement à l'adoption. Alors, on l'a vu, de l'ombre jaillit la lumière et la crise Covid a été un formidable catalyseur pour le numérique en santé. Un des points essentiels, et on l'a dit à plusieurs reprises autour de cette table, c'est de faire décoller les usages. Comment est-ce que vous intervenez à ce niveau? Comment vous accompagnez finalement le décollage des usages? Alors oui, c'est vrai, le Covid a créé une accélération clairement de l'appétence au numérique pour les professionnels de santé, mais en ordre dispersé. Alors, nous sommes un acteur historique, certes, mais il ne faut pas oublier la moyenne d'âge des médecins en France, 54 ans. Donc nous, nos utilisateurs ont des amplitudes et on va dire, on a des segments de population qui nécessitent des accompagnements différents. Et on entend bien embarquer tout le monde. Donc l'enjeu de l'usage, il passe par un investissement immense, alors qu'on n'a pas encore complètement quantifié d'ailleurs, parce qu'on n'est qu'au milieu du chemin,
sur comment on arrive à embarquer toute la population des médecins et demain de tous les autres professionnels de santé dans l'usage concret, réel, au travers de leur logiciel. Donc pour ça, c'est la pédagogie, c'est tous les outils disponibles pour accompagner l'usage réel dans les solutions, de la proximité, et essayer de faire en sorte que progressivement on ait des communautés d'utilisateurs qui soient des ambassadeurs. Voilà, c'est comme quand on vend nos logiciels. Quand on a des médecins satisfaits, en général ils en parlent à leurs copains autour. Et donc l'usage c'est pareil. Ah là ça marche bien. Tiens, est-ce que tu as essayé l'ordonnance l'ordonnance numérique, très efficace. J'ai eu des bons retours en CPTS avec les pharmacies, etc., etc. Donc il faut créer cette dynamique. Nous, on a 100 000 professionnels de santé à embarquer dans les prochaines années dans ce programme. C'est un immense challenge. On sait qu'on a une vraie responsabilité, au-delà de la plomberie, d'accompagner ce mouvement et de contribuer à l'amélioration du système de soins. Merci Benoît et merci à vous quatre pour cette table ronde. On va pendant le changement de plateau vous faire découvrir, peut-être vous l'avez déjà vu à la télévision, mais notamment les programmes TV de Mon Espace Santé qui vont permettre les spots TV. Merci Vassinia pour ce changement de plateau avant de parler avec les patients et les professionnels de santé de ce qu'ils pensent également de la santé numérique. A tout de suite. Maintenant, pour mieux gérer votre santé, tout se passe dans l'espace. Dans l'espace, vous allez pouvoir ranger toutes vos informations médicales, échanger avec vos professionnels de santé et bientôt explorer de nouveaux autres services. Mais non, pas cet espace-là. Mon Espace Santé, le nouvel espace sécurisé dont chacun bénéficie désormais pour s'occuper de sa santé. Mon Espace Santé, vous avez la main sur votre santé. Quand on perd une ordonnance, le problème, c'est qu'il faut retourner voir son médecin. Et ce n'est pas toujours si simple. Voilà pourquoi dans Mon Espace Santé, vous avez une messagerie sécurisée qui permet à votre médecin de vous envoyer des documents en toute confidentialité. Mon Espace Santé, vous avez la main sur votre santé. Un médecin a parfois besoin de consulter certains de vos documents de santé. Mais ce n'est pas toujours facile de tous les avoir avec soi. Voilà pourquoi, dans Mon Espace Santé, vous pouvez ranger toutes les informations médicales dont votre médecin aura besoin. Mon Espace Santé, vous avez la main sur votre santé.